Ouais. Directeur général Ouest France, donc merci d'être avec nous. Ouest France, je pense que voilà, vous connaissez évidemment tous. Il va y avoir des actualités autour de Ouest France, alors dans le digital, dans la télé aussi, on en reparlera. Première question, c'est parler un peu de tous ces liens. On a entendu parler ce matin des GAFAM et voir un peu quelle est ta perception un peu de de cette situation aujourd'hui. Alors on a vu, il y a Google a signé début 2025 avec l'Alliance de la presse d'information générale un accord censé garantir la rémunération de plus de 300 titres de presse, hein, c'est les droits voisins, mais on voit quand même il y a des amendes qui continuent à sortir. On sait que tous ces acteurs utilisent les datas des médias pour entraîner leurs IA. Voilà, comment tu vois ce lien avec les GAFAM aujourd'hui ? Oui, bonjour à tous et ravi d'être ici comme ancien Brestois ou Plougastel d'ailleurs, pour être plus précis. Donc très très content d'être là. Peut-être avant de répondre, 2 éléments de contexte pour bien comprendre les enjeux d'un média. Tout d'abord, on est évidemment un producteur de contenu, je pense que tout le monde voit ça. Pour vous donner un chiffre, pour produire de l'information locale sur les 3 régions Ouest France, c'est quand même 1500 contenus tous les jours, et il faut 800 journalistes et 4000 correspondants pour le faire. Donc c'est un dispositif qui est extrêmement lourd et donc coûteux, évidemment. Donc là, il n'y a pas grand monde qui se bat... Si, le Telegram, mais on est ravis d'avoir un concurrent local. Et l'autre métier, qui est le métier de diffuseur. Et c'est celui-là qui est plus en danger, avec un risque qu'on appelle évidemment de désintermédiation face aux plateformes. Donc premier élément de contexte. Et deuxième élément de contexte, l'information est une data assez particulière, qui est difficile à produire, mais aussi réglementée, voire protégée. Et ça, il y a 2 droits qui la protègent. Alors le premier est bien connu, c'est le droit d'auteur. Donc un journaliste, un média ne peut pas reprendre un contenu complet d'un journaliste sans le rémunérer, lui rémunérer des droits d'auteur. Et par contre, il y avait un trou, c'est que les entreprises qui emploient ces journalistes n'avaient aucune protection. Et il y a, si ma mémoire est bonne, 5, 6, 7 ans, on a négocié ça au niveau européen, ça a été légiféré en France, et c'est ce qui s'appelle les droits voisins. Et donc là, ça concernait aussi les articles partiels. Exemple, quand vous êtes dans Google Actualité, vous avez un article partiel Ouest France, eh bien Google ne payait rien du tout pour exposer ses contenus, amener de l'audience, faire de la publicité et collecter de la data. Donc là, il a fallu se battre. Là, c'était un vrai combat. Hein. Donc, alors la bonne nouvelle, c'est qu'un petit acteur comme nous, ou comme les médias français, on a pu vraiment négocier avec Google, et la France était... en avance de phase là-dessus. Pour vous donner un chiffre, il y a eu pas mal d'études qui identifiaient que l'enjeu était autour de 150 millions pour la presse française, la presse écrite, et on a fait 20% du chemin. Donc c'est insuffisant, on le regrette, mais bon, c'est un début d'histoire, et on espère, ça fera le lien avec la suite tout à l'heure, on espère que les acteurs de l'IA viendront généreusement compléter ce qui nous manque aujourd'hui. On va reparler justement de l'IA. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on peut négocier avec eux. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que Google, puisque c'était lui l'acteur majeur, identifiait clairement que l'information, et notamment l'information de proximité, avait une valeur particulière, parce que plus rare que l'information générale, où là, il y a plein de médias. Et avait aussi un élément important pour eux, c'est que lorsqu'ils exposent des contenus d'information, évidemment, il faut qu'ils soient vérifiés et de qualité. Et ils constataient, parce qu'il y a suffisamment d'études ou de baromètres là-dessus, qu'il y a 2 canaux qui ressortent de façon privilégiée sur la confiance. Donc il y a les journaux télévisés, donc, qui sont en tête de liste, et le deuxième canal, ou le deuxième acteur, c'est justement les médias basés en région, et qui sont très loin devant les réseaux sociaux, 67% pour l'un, 29% pour l'autre. Donc ils étaient quand même enclins à trouver une solution parce qu'ils reconnaissaient cette valeur ajoutée qui était chez nous. Donc ça, c'est pour les contenus, pour la pub. Et justement, j'allais y revenir parce que pour faire tourner tout ça, c'est des abonnements, voilà, ça existe, mais c'est beaucoup de pubs. Et ces acteurs, ces GAFAM, s'ils captent beaucoup d'audience, c'est eux qui captent aussi beaucoup de pubs. Alors déjà, la pub, elle est essentielle pour notre modèle économique et elle est essentielle aussi pour l'abonnement. Alors ça peut paraître curieux, mon discours, mais il faut savoir qu'au niveau du journal Ouest France, donc à 1,45 €,
il y a dedans l'équivalent de 30 centimes de publicité. Donc s'il n'y avait pas de publicité, mécaniquement, on serait à 1,75 €. Quand vous êtes un média populaire qui veut toucher un maximum de lecteurs, c'est un problème. Donc la pub, elle est clé. Dans le print, elle est quand même un peu protégée, mais évidemment, c'est un support qui a une attrition. Et donc tout l'enjeu est sur le numérique. Et là, la situation est gravissime. Et d'ailleurs, je trouve que dans nos colonnes, on n'en parle pas assez. C'est-à-dire que les plateformes représentent maintenant 83% de la captation de la publicité numérique en France. 83%. Et dans un marché publicitaire qui est en tension depuis un an, ils ont gagné 12 points. Donc là, on a un sujet. Je pense qu'il est beaucoup plus compliqué que le précédent. À nous d'être innovants. C'est souvent, on se lamente, mais c'est pas comme ça qu'on a un chemin et qu'on a un succès. Donc il va falloir réinventer la publicité, innover peut-être dans les formats, qu'elle soit davantage servicielle, davantage héroïste. Davantage personnalisé aussi. Davantage personnalisé, et notamment par rapport au rayon de vie des lecteurs. Donc ça, il y a un enjeu colossal. Et je pense qu'on ne fait pas bien notre travail là non plus pour éduquer, faire la pédagogie auprès des annonceurs ou auprès des agences qui, évidemment, prennent la solution de facilité qui sont ces GAFAM. Et il faut reconnaître qu'ils ne sont pas mauvais. Oui, et ça les fait bien vivre. On va revenir sur la question qui est posée dans un instant sur la désinformation, mais justement pour entamer ce chapitre IA, l'impact de l'IA, faut dire les mots tels qu'ils sont, c'est un pillage des contenus pour entraîner des IA. Je regardais le Search AI, il conserve 93% à 94% de l'audience et ne redirige vers les médias que 3-7%. Vous faites une requête sur Perplexity, ChatGPT, tout ça, il va sur un sujet quelconque et il va vous donner. Alors certes, il vous donne les liens, mais en général, l'info, vous l'avez déjà, donc vous n'allez pas vers les liens. Du coup, on n'oriente pas vers les médias. Ouais. Donc là, l'enjeu, je me répète, mais c'est clairement le risque d'être désintermédié, ce qu'on appelle le zéro clic. Alors pour l'instant, c'est pas totalement déployé en France, donc les chats sont bien sûr déployés, mais Overview, notamment de Google, n'est pas déployé en France, justement parce que la France est davantage régulée. Donc comme quoi la régulation, parfois, a aussi quelques avantages. C'est pas qu'un inconvénient à l'innovation. Mais aux États-Unis, effectivement, c'est ces chiffres-là. Une étude plus récente et même plus inquiétante, puisqu'elle cite 0,6% de clics à partir du moment où les résumés sont de qualité, et ils le sont de plus en plus. Donc on a vraiment ce risque qui est très important. Et donc par rapport à ça, je pense qu'il y a deux temps, qui sont sans doute en parallèle un peu, mais le temps de la négociation. Il faut que ces acteurs comprennent là aussi que l'information a une valeur, que c'est pas des bénévoles qui travaillent chez nous. Et le deuxième élément, c'est travailler avec eux, parce que c'est aussi de fantastiques opportunités pour optimiser nos métiers. Alors, sachant qu'on a regardé 3-4 axes. Le premier axe, on a pris du temps, c'est quelle charte, quel positionnement on prend par rapport à l'éditorial. À date, c'est très simple, c'est hors de question d'utiliser de l'IA pour générer totalement des contenus, parce que déjà les IA ne permettent pas de le faire de façon fiable. Là aussi, une étude récente, même des acteurs de qualité comme Mistral se trompent dans 30% des cas sur de l'information relativement fraîche, donc c'est quand même pas rien. Et ça pourrait mettre en défaut notre marque de confiance, que j'évoquais tout à l'heure. Le deuxième point sur ces acteurs, c'est que, et sur les audiences, c'est qu'il nous faut, là ça refait le lien avec la souveraineté, il nous faut trouver là aussi quelques précautions. Et donc on a pris un peu de temps parce qu'on a un actif incroyable au niveau d'Ouest France, on a 100 millions de contenus depuis l'origine, même pas d'Ouest France, de Ouest Éclair. Donc, on est un peu plus jeune que les câbles, parce que c'est 1890, mais on a 130 millions, pour être précis, de contenus qui sont tous numérisés et qu'on n'a pas exposés au numérique. Pas tous, un peu, bien sûr, mais au moins les dernières années, évidemment. Et là, on a une mine d'or qu'on n'exploite pas, et on pense vraiment que les LLM ou les RAG, et je dis bien RAG parce que là on tient à le protéger, c'est chez nous, cette banque de contenu elle est chez nous, et on a déployé assez récemment un agent conversationnel dans le cadre des 24 heures du Mans, et cet agent conversationnel Topo, c'est ça? Ouais, Topo, Topo était plugué sur notre banque de contenu et développé chez nous,
Et là, on a fait quelque chose. Alors là, pour être sincère, typiquement, je suis passionné ou pas de voiture, et je posais ma question à un prompt, à Topo, et il me dit voilà, le vainqueur en telle année, exactement. là, cette année les courses, voilà quelle écurie, enfin, il me donnait plein d'infos. Exactement. Donc c'était un test. Hein. Je ne vous garantis pas qu'il y avait un modèle économique, hein, sûrement pas. Mais au moins on apprend. Je pense que sur le sport, il y a pas mal de déclinaisons possibles. Et puis le but ultime, c'est que ça devienne un jour le moteur de recherche sur la plateforme Ouest France. Donc je reviens. Donc ça, on cherche à le protéger. Et effectivement, il va là aussi nous falloir innover. Ça va être mon mot un peu aujourd'hui. Innover même en termes de réglementation, où il faut faire attention à ne pas s'enfermer parfois dans une réglementation trop forte, à la limite qui nous isole, nous Français. Oui, exactement. Donc, encore une fois, moi, je pense que la réglementation peut être aussi une opportunité. Il en faut. Et on voit bien ce qui se passe aux États-Unis. Hein, donc, vous le savez tous. Donc, il en faut. Il faut le juste curseur, parce que ça peut être effectivement un frein à la compétition internationale. Et avec une difficulté, et ce n'est pas méchant pour les régulateurs, c'est que quand l'innovation va très vite, et actuellement on est servi, les régulateurs forcément mettent un peu de temps à s'ajuster, donc c'est extrêmement complexe pour être dans le bon timing finalement par rapport à ça. Donc par rapport à ça, je reviens. Donc à nous d'innover, à proposer peut-être un agent conversationnel qui va donner petit à petit envie aux internautes, aux mobinautes, de venir chez nous, plutôt que de passer par, alors c'est ambitieux, hein, un Perplexity ou un autre, mais c'est indispensable parce que notre modèle économique est de plus en plus numérique. On a réussi à faire un carrefour d'audience de westfrance.fr, c'est 700 millions de pages vues par mois, hein, donc c'est devenu un truc colossal. Alors c'est de la pub, on en a parlé, mais c'est aussi là, évidemment, que l'on prend nos abonnements. Donc si c'est divisé par 3 ou divisé par 4, c'est toute notre performance qui est en difficulté. Alors, ce que je voulais dire, voilà, ça me revient, j'oublie un point, et pour éviter, et c'est un point très important, et j'y croyais modestement au départ, parce que je pensais que ça prendrait du temps, on n'a pas voulu travailler que avec Mistral, on a travaillé avec eux sur les résumés d'articles, on n'a pas voulu travailler que avec ChatGPT ou les autres, on a travaillé avec les laboratoires de recherche français. Et c'est pas très connu, mais à Rennes, alors l'IRISA, bien sûr, est connu, mais il y a un savoir-faire extrêmement pointu sur tout ce qui est IA autour des grandes collections. Donc ça tombait parfaitement pour nous. Et le topo dont on parlait juste avant, on l'a développé avec eux. Et je pense que c'est un chemin qu'on ignore souvent parce qu'on pense, c'est un peu méchant, mais que la recherche, c'est long, c'est pas forcément les équipes les plus agiles. Non, c'est pas ça. Il y a vraiment des experts très pointus et on peut désormais travailler avec eux dans un rythme qui est un rythme d'une entreprise. On essaie d'avoir des réponses rapides pour essayer de prendre toutes les questions. Tiens, je prends celle de la première. Journaliste augmenté par l'IA, moins de monde dans la rédaction. Alors, dans les rédactions, alors je vais peut-être choquer, je pense que petit à petit, il y aura plus de monde. C'est que les rédactions ont des enjeux nouveaux. Parce que les contenus, on les expose dans plein de magasins numériques. Ça peut être les réseaux sociaux, bien sûr. Ça peut être les plateformes d'IA, on vient d'en parler. Il faudra apprendre comment y être. Juste pour vous donner un exemple concret. Aujourd'hui, quand vous faites une requête dans le search, on répond à la requête. Quand vous faites une requête dans un agent conversationnel, un chat, ça va être découpé en dizaines, bientôt en centaines de micro-requêtes. Donc il va falloir optimiser nos contenus par rapport à ces potentielles micro-requêtes. Et après, les recherches qui sont faites par ces micro-requêtes ne sont plus simplement en France. C'est-à-dire que nous, médias, on était protégés. Une information sur l'actualité française était cherchée en France. Désormais, c'est cherché dans le monde entier. Et c'est traduit éventuellement après de l'anglais, de l'espagnol en français. Donc là, il y a plein d'enjeux de concurrence, plein de nouveaux métiers. Certains, effectivement, l'IA va nous aider. On parlait de télé tout à l'heure. On aura un journal télévisé à partir du 1er septembre. Il y aura 6, 7 événements d'actualité de façon automatique. Aujourd'hui, il y a des solutions qui permettent de faire ce qui s'appelle du clipping, donc de découper en capsules et de façon très très fiable une séquence comme celle-là. Donc on peut industrialiser un certain nombre de choses. C'est vraiment un assistant, mais ça ne remplace pas le journaliste, et heureusement, et je pense qu'on embauchera petit à petit dans nos rédactions. Sur les risques de désinformation, là, tel que c'est indiqué, faut-il légiférer des modèles pour que les contenus des vrais médias contre les contenus générés soient plus ou moins...
Alors je suis assez optimiste là-dessus, alors pas aujourd'hui, parce qu'effectivement quand vous regardez Overview, si vous utilisez un VPN, évidemment vous voyez ce que ça donne, et on voit que les deux vignettes qui sont haut à droite peuvent être des acteurs qu'on voit même pas dans le top 20 du SEO, par exemple, donc c'est encore en construction. Mais j'ai assez confiance, en tout cas en Google, qui a, dans l'histoire du SEO, si je fais le parallèle, toujours cherché à l'épuiser des sites référents. Donc ça m'inquiète pas trop. Mais par contre, effectivement, à partir du moment où on utilise ces IA, quelles qu'elles soient, il reste un taux d'hallucination ou un taux d'erreur qui est important et qui n'est pas compatible avec un métier d'informateur où on doit tendre vers le zéro défaut. Est-ce que l'IA, enfin j'imagine oui, mais ça sert aussi, mais comment ça sert aussi tu disais le contenu considérable chez Ouest France. Alors aujourd'hui il y a le RGPD pour la partie données personnelles, mais comment on fait pour protéger toute cette data justement avec ces outils IA qui viennent de fouiner partout, qui viennent aspirer, c'est ce que disait Claude ce matin. Ouais. Alors, en fait, il y avait une protection juridique, hein, donc il y a ce qui s'appelle des balises, le TDM, donc on pouvait indiquer qu'on interdisait le crawl de nos contenus ou le piratage de nos contenus. Bon, ça, les nouveaux acteurs de l'IA ont oublié de faire attention à ce paramètre. Et effectivement, comme ils utilisent pour nous crawler des moteurs de recherche, alors très souvent Bing, évidemment, on les laisse passer. Et donc, ils ont probablement pu crawler beaucoup de contenus de notre plateforme, bien qu'on l'interdise à ce stade. Mais encore une fois, il y a, je pense, à peine 20% de nos contenus qui sont exposés. Donc, il va falloir doser. Et puis, j'espère que ces acteurs-là vont devenir plus matures vis-à-vis de nous et qu'on arrivera à obtenir des règles et des deals intéressants. Je rebondis à l'heure des agents assistants, comment proposer un agent pour recommander des articles? Et je prolonge un peu la question. Est-ce qu'à terme, on aura un jour un agent personnalisable? Moi, j'arriverai sur le site Ouest France. Bonjour Frédéric, tu aimes le foot, tu aimes la voile, tu aimes l'actualité internationale. Il me décrira tout, puis même je pourrais dialoguer en disant tiens, rappelle-moi ce que Donald Trump a dit il y a 3 jours. Est-ce qu'on va arriver à ça un jour? Alors les acteurs américains commencent déjà à le faire, hein. C'est de plus en plus personnalisé, ce qui nous rend difficile de comprendre ce qu'ils font, puisque personne n'a la même réponse. Je pense que c'est un enjeu très important de recommander des articles qui correspondent à tes centres d'intérêt. Mais encore une fois, l'information, c'est aussi autre chose. Il faut absolument réussir à faire sortir les gens de bulles de contenu. Et si sans arrêt je t'expose des contenus qui sont ceux que tu as envie de voir et qui sont de ton avis, je ne suis pas sûr qu'on fasse notre métier d'informateur. Oui, ce qu'on voit sur certains réseaux sociaux. Dernière question, Fabrice, avant de vous libérer donc tous pour aller pour le déjeuner. Encore merci d'être avec nous. Tu as dit juste un mot sur la télé Ouest France. Donc c'est 1er septembre, c'est ça le lancement? Oui, alors la télé, pourquoi la télé? C'est les usages, hein, donc on n'invente rien, donc on regarde les usages des citoyens. Et les usages sont évidemment multi-supports. Donc on veut être finalement le premier média qui sera print, audio, rédactionnel évidemment, digital et images et télé. Alors, on m'a souvent posé la question pourquoi la TNT? Ça peut paraître curieux alors que c'est un canal qui baisse. Je fais souvent le parallèle avec le print. On a réussi dans le numérique parce qu'on avait un print fort, j'en suis convaincu. Eh bien, on réussira dans l'image, dans la vidéo et dans le digital en image parce qu'on aura une TNT qui est suffisamment reconnue dans le marché. Merci infiniment, Fabrice, de nous avoir accompagnés ce matin et d'avoir franc-parlé et parlé très clairement sur ce qui se passe dans les médias. Bien sûr, Fabrice est là si vous pouvez lui poser des questions. On se donne rendez-vous 14h après le déjeuner. Excellent déjeuner. À tout à l'heure.